Regardons le contenu ensemble, on va détailler ça, cette définition. Premier aspect, l'impôt est une prestation, pécuniaire, ça nous vient, comme je l'indique, du latin, prestatio, qui veut dire paiement, hein, ça veut dire que l'impôt est évalué, payé en monnaie. C'est un des caractères, principaux de l'impôt moderne, hein, ça n'a pas toujours été le cas. Dans certains cas, et même encore de manière très, très marginale, l'impôt peut être payé, en nature. Par exemple, quand vous êtes soumis à des droits de succession, dans le cadre d'un héritage, vous pouvez payer une partie de ces droits de succession avec une partie de l'héritage, bien sûr, qui va être évalué par l'État, hein, pour que ça corresponde bien à l'argent que vous devez au titre de l'impôt sur les successions. Bah, voilà, c'est un impôt qui n'est pas payé en monnaie, mais en nature. La caractéristique de l'impôt payé en monnaie, c'est une caractéristique de l'impôt moderne. Maintenant, on paye très, très peu d'impôts en nature, ce qui était encore relativement courant, au 19e siècle en tout cas, une partie du 20e siècle pour certains aspects. Prestations pécuniaires requises des membres d'une collectivité. Alors le terme collectivité est très générique, hein, ici, comme je l'indique, mais de plus en plus lié à un pouvoir politique et à un territoire. En fait, ce qu'on interprète désormais dans l'interprétation, dans la définition de Gaston-Gès, c'est que c'est pas n'importe quelle collectivité. C'est pas, par exemple, un club de foot ou une association philatélique ou des choses comme ça. Une collectivité, de plus en plus, le terme revêt un caractère politique au sens primaire du terme, c'est-à-dire d'organisation politique du pouvoir et du territoire. Ça peut être par exemple une collectivité territoriale, un État fédéral aux États-Unis ou un État fédéré aux États-Unis est une collectivité, un comté, une ville, une collectivité territoriale comme la Martinique, etc. Voilà, une collectivité, naturellement, bien sûr, l'État. Donc, vous voyez que l'aspect collectivité, c'est quand il l'écrit dans les années 30, la notion de collectivité est une notion plutôt euh, sociologique, voire anthropologique, c'est-à-dire des personnes qui se mettent ensemble pour créer une société, mais pas au sens société d'affaires, mais pour vivre en société. Et puis ça c'est de plus en plus précisé. Troisième critère, alors là, vous avez bien compris que nous voyons ensemble les critères de l'impôt. Premier critère, prestation pécuniaire. Deuxième critère, requise des membres d'une collectivité. Troisième critère, perçu par voie d'autorité. Alors, perçu par voie d'autorité, c'est le lien très 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 important entre le pouvoir politique et un territoire. Et ce pouvoir politique, il va permettre de forcer le paiement de l'impôt. C'est-à-dire que là, on a une véritable différence entre, je dirais, une différence supplémentaire entre l'impôt et la cotisation au club de foot. Là, le pouvoir politique, si vous ne payez pas votre impôt, votre cotisation publique en quelque sorte, a le pouvoir de vous forcer la main. Et c'est une différence majeure, hein, je dirais, avec les cotisations volontaires aussi, mais également avec les cotisations, certains aspects de cotisations obligatoires. Enfin, il y a d'autres critères hein, qui différencient les impôts des cotisations obligatoires, notamment des cotisations sociales. Quatrième critère, à titre définitif, ben, ça veut dire que l'impôt n'est pas remboursable. Il a été remboursable peut-être quelques fois dans l'histoire de France là, récemment. En 76, par exemple, il y a eu une grande sécheresse en France hexagonale et le gouvernement, enfin le Parlement a voté un impôt supplémentaire qu'on a appelé l'impôt sécheresse et cet impôt a été remboursé l'année suivante aux contribuables. C'était une surtaxe en quelque sorte sur les impôts normaux qui ont été remboursés, mais en général l'impôt n'est pas remboursable. Cinquième critère de l'impôt, après prestation pécuniaire requise des membres d'une collectivité perçue par voie d'autorité à titre définitif, l'impôt est sans contrepartie directe. Comme je l'indique, on n'achète rien avec les impôts et la collectivité n'est pas juridiquement obligée de fournir un service public. Autrement dit, je paye des impôts, mais je n'ai pas d'éclairage dans ma rue. Je peux intervenir directement auprès du maire
auprès des services techniques pour revendiquer l'éclairage. Je peux éventuellement intervenir politiquement pour faire toucher quelqu'un qui pourra me dépanner ou dépanner ce truc. Mais je n'ai pas légalement de droit d'exiger d'avoir de la lumière dans mon quartier, au prétexte que je paye des impôts. De la même manière, je n'ai pas droit à une protection particulière des forces de police parce que je paye des impôts. Vous voyez, les impôts, et ça va distinguer, ça va être l'un des critères déterminants, l'absence de contrepartie directe, pour distinguer les impôts des cotisations sociales, et en particulier des cotisations d'assurance maladie ou des cotisations de retraite. Quand on paye une cotisation d'assurance maladie, eh ben, c'est pour s'assurer, c'est-à-dire s'assurer soi-même et les membres de sa famille. Quand on paye les cotisations pour la retraite, eh ben, c'est pour sa propre retraite. Donc là, il y a une contrepartie directe, même si elle peut être aléatoire. C'est-à-dire, je ne suis pas forcé d'être malade, mais si je suis malade, je suis assuré contre la maladie. La retraite, je la prends quand je voudrais, mais la retraite, c'est un bénéfice qui sera personnel. Je ne peux pas transférer ma retraite en disant, bon, j'en ai assez, ou je vais donner une partie de ma retraite, ou demander euh, à la caisse de retraite de verser une partie de ma retraite à quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. Dans ce cas-là, il y a une contrepartie directe. L'impôt, lui, est sans contrepartie directe, comme je l'indique, on n'achète rien en propre avec l'impôt. Et il n'y a pas d'obligation de cette collectivité dont on parlait tout à l'heure, hein, quelle qu'elle soit, l'État, la commune, etc., de fournir un service public au motif que je paye l'impôt. Et c'est cohérent avec le reste. Voilà donc hein, sur ces critères, retenez, hein, ces critères ils sont importants. Ils peuvent jouer hein, de temps en temps quand on est confronté à des choses qu'on n'arrive pas à caractériser. En particulier, j'évoquais les cotisations sociales. Quelquefois, il est relativement difficile de distinguer une cotisation sociale de l'impôt. On a ce problème, par exemple, avec la cotisation sociale généralisée, la CSG, ou d'autres cotisations de ce genre, qui sont obligatoires, qui ne donnent droit à rien de direct, etc. Alors, deuxième aspect, on a vu la définition, hein, on va voir maintenant, enfin, définition, contenu, certaines absence de définition légale. On va voir maintenant, on va revenir un tout petit peu sur ce qu'on a déjà évoqué, mais pas dans ces termes-là, le rôle de l'impôt. Alors, j'ai évoqué cette question en introduction du cours, elle est également bien présente et bien présentée dans la bande dessinée que je vous ai indiqué précédemment, Pourquoi on paye des impôts, hein, édité à la demande du ministère chargé du budget en 2008, et qui est à lire absolument. Donc je vais en profiter pour récapituler vite un peu ces éléments. Alors, premier aspect, on va payer des impôts pour ce qu'on appellerait la production de services publics au profit d'une collectivité. Alors initialement, comme je l'indique sur la diapositive, il s'agissait de fournir de l'argent à l'État ou aux collectivités publiques pour assurer ce qu'on appelle les dépenses régaliennes, essentiellement donc l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration, telles que nous l'indique en DDHC, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'août 1789. Il y a eu plusieurs déclarations des droits de l'homme et du citoyen, mais celle qu'on retient et qui a valeur constitutionnelle dans notre constitution française actuelle d'octobre 1958, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Tout le monde devrait la lire, à défaut de la connaître, parce qu'il y a tout dans cette Déclaration des droits de l'homme. Alors justement, on va y faire un petit saut à propos du terme régalien. Je vous laisse le lire hein, quelques secondes pour lire ce texte qu'on voit ensemble. En fait, on fait référence là au pouvoir royal. Quand je disais la DDHC 1789 parlait de l'essentiel de l'État, l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration. Dans le régalien, on a d'autres aspects qui sont intervenus, qui se sont un peu précisés, et d'autres qui ont disparu hein, purement et simplement, ou qui sont en voie de disparition. Alors, dans la liste que vous voyez, donc c'est des dépenses strictement nécessaires à l'exercice de l'autorité de l'État. Donc on a police, sécurité intérieure et extérieure, hein, police et sécurité intérieure, justice, oui, on n'imagine pas que ce soit privé. Les impôts, on n'imagine pas, ou on n'imagine plus
que ce soit privé, mais sous l'Ancien Régime, une partie des impôts, était privatisée, notamment le recouvrement par les fermiers généraux. Et ça existe, hein, dans certains pays, hein, en particulier, des pays comme l'Italie ou autres. Le recouvrement des impôts, peut être sous-traité à des banques, par exemple. Et ça avait été étudié il y a une trentaine d'années. L'État avait étudié la question, le ministère avait étudié la question pour sous-traiter auprès, je crois que c'était le Crédit Lyonnais, un prélèvement de certains impôts. La monnaie, alors voilà, la monnaie, c'est une attribution régalienne, mais comme vous le savez, dans les pays de la zone euro, la monnaie n'est plus une attribution de l'État national. Défense nationale, sécurité extérieure, on l'avait un peu évoqué. Affaires étrangères, bon, on comprend que ce soit l'État seul. Les douanes, ben là aussi, les douanes sont de plus en plus des administrations qui travaillent pour l'Union européenne, même si ce sont encore des administrations nationales. Les ponts et chaussées, donc c'était l'ancien terme de l'équipement routier, etc., depuis le XVIIIe siècle, je dirais. Ben, les ponts et chaussées, de plus en plus, hein, on voit avec la privatisation des autoroutes, etc., on est sur une tendance peut-être où les ponts et chaussées ne sont plus une attribution régalienne, et donc ne sont peut-être plus une attribution régalienne. L'état civil, oui, c'est encore régalien. Les prisons, ben, on voit se développer des prisons privées, c'est-à-dire l'État va sous-traiter l'enfermement des personnes, ou les États, hein, pas en France, mais dans certains pays, notamment certains pays scandinaves, l'État sous-traite l'enfermement des personnes à des firmes privées avec un cahier des charges, etc. L'éducation, ben, l'éducation, oui, c'était une attribution régalienne, mais ça n'est pas, j'allais dire, consubstantiel à l'autorité de l'État. Et de plus en plus, l'éducation commence à vivre sa vie, et en particulier avec les établissements privés. La santé publique, eh ben oui, ben, on est dans un système de concurrence publique-privée où la santé est mise en balance aussi dans ce contexte-là. Et on peut s'interroger un peu sur le contenu, hein, des dépenses régaliennes en matière de santé. Donc la liste n'est pas figée. J'ajoute à cette notion de régalien que vous voyez que ça sous-entend une certaine force de persuasion et ça sous-entend aussi que les dépenses régaliennes apparaissent prioritaires pour la survie de l'État et de la société. Donc, c'est non seulement nécessaire à l'exercice de l'autorité de l'État, mais c'est nécessaire à la survie de l'État et de la société. Donc, c'est ce qui fait, comme je l'indique sur la diapositive, en bas de diapositive, c'est ce qui fait aussi que ce type de dépenses, ce type de liste plutôt de dépenses, n'est pas figé. Ça évolue naturellement avec la société elle-même. Alors on poursuit sur le rôle de l'impôt. Très rapidement, je ne veux pas vous faire j'aimerais, mais je ne vais pas le faire, une large perspective historique. Très rapidement, donc, sur le rôle de l'impôt, quelques périodes clés. 19e et début du 20e siècle, comme je l'indique hein, sur la diapositive, je me contente de la lire avec vous, avec peut-être quelques éléments complémentaires. On verra, donc c'est la montée en puissance des États, la constitution, bien sûr, des États en Europe. Alors l'Allemagne n'est pas encore constituée en tant qu'État, l'Italie non plus, mais beaucoup d'États commencent à se constituer, à se renforcer, à la fois en termes de territoire, en termes de population, en termes de langue, etc., en termes de système juridique, bien sûr, en termes de force militaire, en termes de monnaie. Bon. Montée en puissance des États, avec aussi derrière de l'économie, hein, bien sûr, la révolution industrielle que vous avez vu, vous avez étudié, l'équipement du territoire, hein, les chemins de fer, en particulier les ports, tout ça, les routes, bien sûr. Il s'agit d'avoir pour l'État un contrôle sur le territoire et un contrôle matériel, pas uniquement juridique ou, euh, ou culturel à travers, par exemple, la langue ou autre. Il s'agit vraiment d'avoir un contrôle matériel à travers cet équipement du territoire. L'expansion coloniale, oui, c'est une randonnée fin 18e, début du 19e, et puis tout le 19e siècle, bien sûr. Montée en puissance des États avec la nécessité au début du 20e siècle de financer la Première Guerre mondiale et puis bien sûr la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on a une expansion considérable hein, de certains États, et en particulier des États qui ont gagné la guerre. Je pense aux États-Unis.
au détriment des États qui l'ont perdu ou qui l'ont perdu économiquement, peut-être, comme, la France ou l'Angleterre, hein, qui sont sortis, véritablement, fracassés, hein, de cette période de 2 guerre mondiale. Donc on a cette montée en puissance, 19e et début du 20e. À partir des années 30, alors un tout petit retour en arrière sur l'entre-deux-guerres, et plus encore donc à partir de la Seconde Guerre mondiale, donc pour faire simple, à partir de 45, on a un deuxième rôle de l'État. Un premier rôle, donc c'était quand même le rôle, lié à ce qu'on a vu, précédemment, hein, l'exercice de l'autorité de l'État et avec les dimensions, bien sûr, sécurité, et sécurité intérieure et sécurité extérieure, si on peut dire. Mais à partir des années 30, les impôts vont être de plus en plus sollicités, vont être de plus en plus nécessaires pour financer autre chose que ces dépenses régaliennes dont on vient de parler, tout à l'heure. Il va falloir que l'État, comme on l'a un tout petit peu évoqué dans l'introduction avec le New Deal par exemple, donc à l'initiative des États-Unis, à partir de 1933, le rôle économique des États va se développer. Ça va être général, hein. Alors on parle naturellement, bien sûr, des États-Unis puisque c'est le pays qui a initié, en quelque sorte, l'utilisation du budget et de la fiscalité dans un but économique. Et puis ça a été théorisé après, mais d'autres pays ont fait la même chose, hein. La Grande-Bretagne avec, quelques années, de retard, la France, l'Allemagne, l'Italie, mais c'était un contexte un peu particulier de pays, dictatoriaux, hein, dirons-nous, qui étaient des pays qui se préparaient à la guerre ou qui étaient en guerre. Donc à partir de ces années 30, la Russie bien sûr, enfin l'Union soviétique bien sûr, et cetera. À partir des années 30, on a ce rôle de l'impôt qui complète le rôle économique de l'impôt qui complète, le rôle traditionnel de l'impôt en termes de sécurité intérieure et extérieure pour faire très, très, très simple. Alors tout ça, ça va générer, des besoins de financement, hein, ces dépenses, ce rôle économique par exemple, qui vont naturellement, générer des impôts et comme je l'indiquais je crois en introduction, et la première réponse ça va être naturellement les impôts. Mais, ça va être facile, je dirais, à partir de 45 puisqu'on va être dans une période d'expansion, donc de plus en plus de monde va payer les impôts et donc les impôts ne seront pas forcément très élevés, même, pourraient à la limite baisser. Encore que, c'est en 1954 qu'on crée, le fameux impôt, la taxe sur la valeur ajoutée dont j'ai parlé, impôt, très très efficace et efficient. Très peu coûteux à percevoir et enfin relativement peu coûteux à percevoir et d'un très, très bon rendement, puisque on a vu qu'il constituait quasiment la moitié ou il pouvait constituer jusqu'à la moitié des recettes de l'État, disons 140 milliards sur 300 milliards de recettes. Mais à partir de 1975, ben, on commence la spirale de l'endettement public.